Camille Froidevaux-Métry est philosophe et professeure de sciences politiques. Ses recherches portent sur les thématiques liées au corps des femmes dans une perspective phénoménologique. On lui doit les ouvrages Saint, en quête d'une libération, chez Anamosa en 2020, Un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint, chez Stock en 2023, entre autres. Ouria Bentouami est maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Ses travaux ont pour sujet la non-violence dans une perspective féministe et postcoloniale. Jeudi 27 novembre 2025, elle présentait à la librairie Ombre Blanche l'ouvrage collectif Théorie féministe, paru aux éditions du Seuil, qui réunit une centaine de chercheurs et chercheuses spécialistes de leur sujet, écrivant à partir de tous les espaces francophones pour faire davantage connaître aux lecteurs et lectrices les fondements et les ressorts du féminisme. La rencontre était animée par Céline Pouillot. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette rencontre autour du livre collectif Théorie féministe, publié aux éditions du Seuil en septembre de cette année. Donc ce soir, nous accueillons deux autrices, Ouria Bentouami et Camille Froidevaux-Métry. Donc merci beaucoup d'avoir accepté, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc pour vous présenter l'une et l'autre rapidement, donc Camille, tu diriges en fait le collectif de cette édition. Tu es philosophe et professeur de sciences politiques à Paris. Et tes recherches portent sur les thématiques du corps des femmes avec une perspective phénoménologique. Quant à toi, Ouria Bentouami, tu es professeur dans notre belle ville de Toulouse, à l'université de Jean Jaurès. Tu es spécialiste des féminismes décoloniaux et tu enseignes la philosophie politique et sociale. Alors, pour commencer, la première question en fait, que j'aimerais vous poser, c'est effectivement quel est le projet de ce livre, dans une actualité féministe toujours un petit peu éditoriale foisonnante. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être de retour à la librairie Ombre Blanche, où j'avais déjà fait une rencontre il y a quelques années. Et d'autant plus que c'est pour présenter cet ouvrage collectif accompagné d'une autrice locale, je peux dire ça comme ça, mais je trouve ça très, très chouette. Je trouve que c'est important d'être au minimum deux pour représenter un ouvrage qui inclut plus d'une centaine d'auteuristes. Voilà, donc c'est un livre dont j'ai eu l'idée il y a à peu près 4-5 ans, dans un moment où effectivement, dans le champ éditorial, les publications féministes étaient très nombreuses. Je me réjouissais beaucoup de voir, d'une part, toute une série d'ouvrages en sciences humaines et sociales, en histoire et en sociologie paraître, mais aussi de m'apercevoir que la nouvelle génération de féministes était très enthousiaste à l'idée de découvrir et de redécouvrir des autrices. Et de fait, il y avait une dynamique éditoriale de réédition, de traduction de Bell Hooks, Beauvoir, je sais pas, Paulette Nardal, les noms, il y en a beaucoup. Et observant cette effervescence éditoriale, j'attendais un ouvrage un peu synthétique sur le plan des idées qui n'arrivait pas. Et donc, je me suis dit, bon, allons-y. Et donc, j'ai fait la proposition au Seuil et j'ai proposé un premier sommaire avec une cinquantaine d'entrées. J'ai cherché et trouvé les 50 enseignantes chercheuses qui étaient susceptibles de les écrire. Et ensuite, on est entré dans une seconde phase de travail pour réfléchir ensemble à comment compléter le sommaire. Et il a été plus que complété, puisqu'on est passé d'une cinquantaine d'entrées à 130, et d'une cinquantaine d'auteuristes à un peu plus d'une centaine, jusqu'à ce qu'au Seuil, on m'envoie des mails un peu alarmistes en me disant qu'il fallait s'arrêter, parce que l'ouvrage prenait une ampleur. Voilà. Donc, au passage, ça me permet de dire que si on a essayé de donner un panorama le plus large possible des idées féministes depuis à peu près toujours, enfin en tout cas depuis qu'elles existent, c'est une démarche qui est en mouvement, vivante et qui va continuer, j'espère, de grandir.
À un moment, tu le dis du coup effectivement dans l'introduction. Est-ce que c'est un ouvrage qui se veut résistant? Est-ce qu'on peut constater en fait une forme de backlash, de remise en cause des acquis féministes actuellement? Oui, ce que je raconte dans l'intro, c'est qu'au moment de faire le livre, j'étais vraiment dans un état d'esprit très, enfin, joyeux, serein, et ma volonté, c'était simplement de contribuer à la dynamique féministe qu'on était en train de vivre sur le plan des idées. Et puis 2-3 ans plus tard, au moment d'écrire l'intro, donc il y a à peu près 6-8 mois, mon état d'esprit avait vraiment changé. Bon, ça vous aura pas échappé qu'au sein de nos démocraties, les mouvements politiques conservateurs, réactionnaires, voire néofascistes sont portés par une espèce de dynamique électorale, qui se traduit très concrètement par des gouvernements et des politiques qui ont pour point commun de s'attaquer directement, et souvent c'est le premier geste d'ailleurs, aux droits des femmes et aux droits des personnes LGBTQI. Évidemment, l'exemple états-unien qui est flagrant. Je crois que, je ne sais pas, on n'a pas encore le recul de l'histoire, mais la décision de la Cour suprême états-unienne de juin 2022 de revenir sur l'arrêt de 73 qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral marque, enfin moi, je l'ai vécu comme ça, une espèce de moment tournant. Ou quelque chose, moi, enfin en tout cas, il y a quelques années, si on m'avait dit ça, je ne l'aurais jamais cru. C'est-à-dire que l'on puisse revenir dans nos démocraties sur des droits et des conquêtes féministes qu'on espérait et qu'on pensait enracinées. Et donc, au moment d'écrire l'introduction, c'est ça que je ressentais. J'avais le sentiment que finalement, cet ouvrage, alors bien sûr, il contribue, comme je souhaitais qu'il le fasse, à donner à voir l'immense diversité, la pluralité, j'allais dire même la beauté des idées féministes. Mais de fait, il est aussi devenu, du fait des circonstances politiques, un livre de résistance. Et quand je l'ai découvert physiquement, c'est-à-dire ce gros morceau, là, ces 768 pages, il m'a fait l'effet d'un pavé. Et j'ai une petite formule qui m'est venue une fois et que je répète un peu souvent. Je dis que c'est comme un peu un pavé qu'on jette dans la mare réactionnaire. Juste pour ajouter aussi une chose, c'est que c'est une résistance aussi sur le plan politique et des idées. C'est aussi cette dimension-là de dire que justement le féminisme, c'est certes avant tout évidemment une défense des corps et notamment des corps féminins, etc. Mais c'est également et je dirais aussi fondamentalement des idées. Et précisément ce texte, il s'appelle Théorie féministe et pas politique. Ce texte, cet ouvrage, il s'appelle pas politique simplement féministe. C'est montrer en fait tous les présupposés à la fois, j'allais dire théoriques et idéologiques, philosophiques et idéologiques, qui justement infusent ces politiques des corps et notamment des corps féminins. Et surtout quand ils résistent à leur propre justement à leur propre oppression, à leur propre annihilation, voire même au-delà à leur propre disparition. Donc la résistance, elle est aussi de ce point de vue-là, elle est fondamentale, même théorique. Elle participe précisément à construire aussi un nouveau vocabulaire, un nouveau lexique, un nouveau langage pour appréhender aussi notre rapport au monde, aux autres, etc. Et ce qu'on a voulu aussi dans cet ouvrage, toutes et tous, d'une certaine manière, faire, c'était montrer l'inventivité, mais au niveau conceptuel. Rien que parfois, même un mot, si vous voulez, ou 2 mots, ne serait-ce que peuvent changer une perception. Vous savez, on connaît tous la double journée de travail. Vous voyez, la double journée, ça vient du féminisme. Vous voyez, pareil pour la charge mentale. Donc c'est une invention perpétuelle comme ça, mais aussi phénomène d'emprise, etc. Tout ça vient de la théorie féministe. Donc finalement, il y a une indissociabilité aussi entre ce qu'on fait à nos corps et la manière dont on va le penser depuis ce corps-là, justement, opprimé ou joyeux. Enfin, c'est toujours. Je pense qu'il y a une indissociabilité aussi de ça, c'est-à-dire c'est une manière aussi de dire on n'est pas que des victimes. Et ça, je pense que c'est une dimension assez fondamentale du point de vue des idées aussi. Ma prochaine question, c'était sur l'organisation du livre, en fait, parce qu'effectivement, c'est quand même assez impressionnant en termes de chercheurs, de chercheuses. C'est des grands noms. On peut féminiser parce qu'il y a ouais. Voilà. Hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6, je sais plus. Oui, c'est vrai que oui. Effectivement, je pense à Fabrice Bourlaise, mais effectivement, il y a assez peu d'hommes. Féminin général, allons-y.
Donc sur cette organisation, alors comment effectivement vous avez trouvé les contributrices, comment vous êtes organisé sur qui fait quel chapitre effectivement, parce que Ouria, vous êtes effectivement spécialiste dans les féminismes décoloniaux, vous avez fait sur le féminisme noir, mais vous auriez pu faire aussi sur Judith Butler par exemple, vu que vous avez écrit un livre sur elle aux éditions Amsterdam. Alors l'idée c'était de proposer un ouvrage qui ne soit pas comme un dictionnaire ou une encyclopédie, mais qui constitue véritablement en tant que tel un grand récit. C'est un livre qu'on peut lire du début jusqu'à la fin, mais c'est aussi un livre dans lequel on peut se promener et sauter d'un texte à l'autre. D'ailleurs, dans chacun des textes, ce sont des textes courts qui sont écrits dans une langue qu'on espère la plus accessible possible. Et à chaque fois, on a fait l'effort de préciser entre crochets des renvois à d'autres textes pour qu'on puisse comme ça tisser un petit peu une toile des idées en fonction de ses propres sujets d'intérêt. Alors, il y a 4 grandes parties qui suivent un fil évidemment chronologique, mais qui se croisent beaucoup aussi avec une dimension thématique. L'image de cette progression du sommaire, pour moi, c'est comme une grande spirale. C'est-à-dire qu'on part en effet de l'origine, c'est-à-dire des premières revendications au XIXe siècle. Alors, on commence même un petit peu avant par les pionnières médiévales de l'autonomie de pensée, mais disons, si on veut être un petit peu précis sur l'histoire des idées féministes, voilà, c'est à partir du tournant de 1848. Bon. Et donc, ces revendications-là, originelles, elles émanent de femmes qui revendiquent notamment un statut de citoyenne, des droits civils et politiques. Et donc, pendant quelques décennies, le socle du féminisme reste d'une certaine façon délimité à la cause des femmes, pour le dire rapidement. Mais assez vite, et dès les années 70, mais même un peu avant, de cette cause des femmes, la pluralité émane, et notamment parce que des autrices africaines américaines, dès le 19e siècle, ou des autrices noires, vont tout de suite repérer l'importance d'élargir la réflexion au-delà des cercles initiaux qui sont souvent des féministes blanches, de classe sociale plutôt bourgeoise, etc. Et donc, très très vite s'enclenche cette spécificité de la pensée féministe qui est qu'elle ne cesse de s'élargir pour englober toujours plus d'objectifs d'émancipation. Et que donc, une fois qu'on a mis en évidence que le sujet politique du féminisme n'était pas homogène, qu'il fallait donc ouvrir aussi et découvrir la pluralité des sujets politiques du féminisme, toute l'histoire des concepts qui s'élaborent, c'est l'histoire de ces outils qui vont servir justement à élargir la perspective, la notion d'intersectionnalité, la notion de genre, de queer, etc., les écoféminismes. Et donc, au fur et à mesure des parties, on se rapproche d'aujourd'hui. La 4e partie s'intitule « Réinventer le monde » et rend compte des pensées les plus contemporaines et même celles qui font signe peut-être même un peu vers demain. Mais le processus, souvent on évoque la notion de vague pour caractériser les grandes périodes de l'histoire féministe. J'explique dans l'introduction que c'est une notion que je trouve pas très adéquate parce que elle évoque une sorte de succession dans l'histoire et des luttes et des idées, alors qu'en réalité le processus il est cumulatif et que les idées et les luttes féministes en fait elles ne cessent de grossir et d'avancer ensemble d'une certaine façon. Et par ailleurs il n'y a pas d'étanchéité entre les périodes et entre même les aires géographiques. Et donc l'idée c'était aussi de donner à voir à la fois cette globalité, cette diversité et cette profondeur de la pensée féministe, parce que j'espère que le livre le montre, le féminisme, ce ne sont pas quelques politiques pour l'égalité femmes-hommes ou contre les violences sexistes et sexuelles. Pour moi, la philosophie féministe détermine une grande doctrine politique, c'est-à-dire un projet politique de transformation du monde, de transformation de la société tout entière. Et donc, c'est rien moins que le vivre ensemble, en fait, qui est en quelque sorte, qui fait l'objet, en fait, d'une proposition féministe. Et je vais même aller un petit peu plus loin, parce que quand on regarde l'état assez déplorable des partis progressistes dans notre pays, et que là, quand on s'essaye à une analyse un peu de philosophie politique de ce qu'est devenu, par exemple, la pensée marxiste et tous ses prolongements, et notamment ses prolongements concrets dans le champ partisan,
au sens des partis politiques, bien sûr. Je crois qu'il y a le constat d'une certaine faillite, ou en tout cas d'une manifeste incapacité contemporaine à se saisir des combats d'émancipation et de libération. Et moi, je pense que le féminisme, comme grande doctrine, est une forme de grande alternative à ces propositions qui finalement n'ont pas su, en quelque sorte, accompagner les luttes émancipatrices et n'ont pas su intégrer non plus, notamment la question des luttes féministes pour les femmes, mais toutes les autres aussi. Oui, si je peux juste aussi ajouter quelque chose, c'est une lutte pour transformer le monde et la vie elle-même. Enfin, c'est vraiment la vie même ordinaire, la vie quotidienne. Il y avait une formule comme ça qui est beaucoup reprise, notamment par les écoféministes. Et souvent, ça peut être tourné en dérision, mais en réalité, ça a quand même du sens. Et si je ne peux pas danser à ta révolution, mais je ne viens pas. C'est-à-dire, en gros, si de mon corps, il n'y a pas de transformation, et s'il n'y a pas non plus de joie au niveau affectif aussi, dans la manière précisément dont on pense, voilà, encore une fois, notre rapport à la pratique, au monde, etc., ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'il faut, c'est changer aussi l'expérience. Enfin, vraiment, c'est partir de l'expérience, changer cette expérience. Et d'un point de vue, effectivement, il y a énormément d'entrées. Je pense que c'est pas une encyclopédie, mais en revanche, il y a une pluralité d'entrées qui correspondent à autant de points de vue, et j'allais dire de positionnement, d'expérience sur le monde. Mais un point de vue, c'est pas juste, j'allais dire, une expérience singulière particulière, c'est la manière de la penser de manière aussi générale, générique. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle donne, je pense, un point de vue sur le monde, et non pas quelque chose qui est simplement de l'ordre de la biographie. Et ça, je pense que ce geste aussi théorique très fort dans les théories féministes, souvent de partir de questions qui nous concernent et qui ont été tellement disqualifiées. Et honnêtement, dans la philosophie encore plus, c'est-à-dire tout à coup, pourquoi est-ce qu'on va parler effectivement des accouchements? C'est pas un objet philosophique. On peut accoucher d'idées. Socrate. La maïotique chez Socrate, c'est l'accoucheur. Vous voyez? Mais c'est certainement pas une vraie sage-femme, on ne va pas en parler. Enfin, vous voyez. Donc c'est aussi redonner toute la matérialité de ces expériences féminines qui ont été utilisées un peu contre nous, même pour quelqu'un comme Hannah Arendt qui dit que la seule vraie naissance est la naissance à la citoyenneté, vous voyez, et pas du tout la naissance vraie biologique, etc. Donc c'est redonner toute les luttes pour la vie et pour l'expérience, pour la réalité de l'expérience, contre les effets de déréalisation que ça a souvent et qui très concrètement se traduisent dans les corps, parce qu'au final, qui c'est qui s'occupe d'eux? La réalité, c'est qui soit fait accoucher, soit au contraire fait avorter, etc. Enfin, donc c'est toute cette dimension-là. Et juste pour terminer sur aussi l'ouvrage, comment est-ce qu'on progresse dedans, c'est aussi intéressant de voir que c'est pas juste une énième reprise des philosophes, etc. C'est pas juste comment, par exemple, moi je sais pas, Platon a pensé que, enfin de toute façon on n'est plus dans l'époque contemporaine, ou comment, parce que déjà c'est difficile de trouver des philosophes femmes, etc. Mais peu importe, là c'est même pas la question. C'est que c'est davantage vraiment on vient avec de nouveaux objets, on repense des problèmes, on repense la question du contrat sexuel comme un contrat sexuel, voilà. Contrat de conjugalité, etc. Donc c'est aussi revisiter toute une manière de penser à l'aune justement des expériences de ce que c'est qu'être un sujet femme ou associé ou perçu comme tel ou dénié. Parce qu'on peut ne pas être perçu comme femme, vous voyez, aussi, alors qu'on le revendique, etc. Donc c'est toutes ces dimensions-là qui sont très riches dans le... Oui, non. Merci beaucoup, Auria, parce que c'est vraiment hyper important. Les théories féministes, c'est aussi une proposition philosophique qui vient littéralement réinventer même le geste de pensée. Je dis que les féministes ont retourné la tradition philosophique comme un gant, puisque, comme vient de le dire Auria, il s'agit de faire ce geste inouï qui consiste à partir de soi, à partir de son expérience vécue, à partir du plus intime, à partir même du plus indigne, voire du plus infâme. Auria a évoqué l'accouchement, on peut parler des règles, on peut parler de toute cette matérialité incarnée qui fait nos vies, et qui sont ces nouveaux objets dont se saisit la philosophie féministe et qui vient élever
ces objets à une forme de dignité philosophique. Et effectivement, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir un champ de réflexion sur les dimensions corporelles de l'existence. Non, il s'agit de montrer que c'est là que tout commence, c'est là que se nouent tous les mécanismes de l'oppression, et que c'est en pensant notamment le corps, mais aussi en pensant le vivant, en pensant... Il y a toute une série de textes très importants sur les écoféminismes, sur le lien entre le féminisme et l'antispécisme, toutes ces explorations féministes de notre rapport au monde dans toutes ses dimensions, à la nature, au vivant, etc. Et donc ça, c'est une proposition qui vient rompre avec des siècles, en fait, d'une philosophie idéale où les philosophes hommes flottaient au-dessus du monde et le pensaient d'en haut sans jamais y mettre les pieds, d'une part, et puis surtout un monde des idées où les propositions flottaient les unes à côté des autres, alors que nous, philosophes féministes, non seulement on a les pieds sur terre, mais surtout on pense ensemble. On pense à partir de nous, à partir de soi, mais on pense ensemble. Et c'est pour ça qu'on tenait à ce que la figure du cercle soit sur la couverture. Ça renvoie bien sûr au cercle de conscientisation des années 70, mais c'est aussi cette idée que il y a une circularité, une horizontalité aussi de la pensée, et que nous avançons comme ça en pensant ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut du coup qualifier votre ouvrage en fait d'exhaustif, ou est-ce que vous avez eu effectivement peut-être des retours sur des choses qui auraient manqué, ou est-ce que vous avez exclu des choses aussi de votre propre... Non, on n'a rien exclu du tout. On a peut-être oublié 2-3 petites choses, où il y a des choses qui manquent, ça c'est sûr. Maintenant que le livre circule et qu'il est lu, on commence à avoir des petits retours. Et je le savais, je m'y attendais et j'étais un petit peu stressée. Et donc voilà, j'ai une liste qui s'allonge un petit peu de thèmes ou même d'autrices. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi la logique implicite de cette démarche que de rester vivante et évolutive. Et donc, elle va continuer de s'agrandir. Ce que je voudrais préciser à cette occasion, c'est qu'on a aussi essayé dans des textes qui s'appellent bizarrement encadrés, parce qu'on m'a fait remarquer qu'en fait, il n'y a pas d'encadré dans le livre, mais disons plutôt des focus. La plupart du temps, pas systématiquement, mais la plupart du temps, une entrée est accompagnée d'un texte qui est un focus sur soit un concept ou une autrice ou un ouvrage. Et l'idée, c'était aussi de donner à voir la pluralité même des origines de la pensée féministe. C'est-à-dire que finalement, les idées féministes, elles n'émanent que très rarement de philosophes ou de théoriciennes. Les idées féministes, elles naissent de là où les féministes pensent, par en bas, dans les champs, dans les ateliers. Elles naissent de femmes qui sont des ouvrières, des syndicalistes, qui sont des poétesses, des romancières, qui sont des femmes qui n'ont même pas de métier ou de qualification. Ça aussi, c'est le geste philosophique féministe qui est de légitimer et de reconnaître la valeur des idées qui naissent des personnes concernées. C'était un principe épistémologique qui part de la notion très importante dans le champ féministe de point de vue situé, qui consiste à dire que ce sont les personnes qui subissent l'oppression qui doivent être en capacité de penser leurs propres conditions et d'élaborer les outils pour penser leur propre émancipation. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette diversité d'auteuristes dont on a rendu compte dans ces focus. Et oui, oui. En fait, par rapport à ça, je pense que un vrai aussi ouvrage féministe, c'est un ouvrage qui ne se termine pas, qui n'est pas conclu et qui n'a pas vocation à l'exhaustivité, qui ne peut pas être complet, qui ne peut pas être, même s'appeler encyclopédie, ce n'est pas possible. Parce qu'une encyclopédie, c'est faire la totalité des savoirs, faire état de la totalité des savoirs à un moment donné. Et là, ce n'est pas de ça, en fait. Il ne s'agit pas d'une compilation, de synthèse de ce qui se dit ailleurs, etc. Ça a vraiment je pense que c'est à un moment, au sens foucaldien du terme, presque, de problématisation. Comment est-ce qu'à un moment X, justement, voilà, comment est-ce qu'on problématise, mais qu'il y ait des manques, qu'il y ait même des oublis, c'est même ça, c'est encore un champ d'extension qui est important, de lutte pour la visibilité, pour la reconnaissance, etc. Et certainement qu'il y a des personnes qui vont venir, mais vous avez oublié ce genre, et tant mieux. Et c'est vrai, parce que si, justement, ça veut dire que ça ne se finira pas, je veux dire, heureusement, c'est là l'ouverture de ça montre que ce n'est pas qu'une théorie de la connaissance en tant que telle,
mais véritablement aussi d'une lutte pour acquérir un certain statut, effectivement, de reconnaissance. Alors moi, j'ai écrit effectivement l'encart non encadré de tant mieux, voilà, comme ça, il n'y a pas de limite, des délimitations, mais c'est assez intéressant aussi parce que là, donc, c'est sur Audre Lorde, donc c'est une poétesse qui aime se qualifier de noire, lesbienne, et elle fait comme ça par mère. Elle dit justement, ça n'a pas vocation à l'exhaustivité, ces différences-là, toutes ces caractéristiques-là. Mais par contre, ça dit quelque chose qui est insécable de moi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas découper. On ne peut pas juste me prendre d'un côté, juste à un moment comme femme, juste à un moment comme lesbienne, juste à un moment comme mère, juste à un moment comme libraire, etc., comme poétesse, etc. Et donc, ce qu'elle essaye de montrer, c'est que de la même manière qu'on se rapporte à nous-mêmes, nous, toujours de manière combinée, on ne peut pas se séparer d'une partie de nous-mêmes quand on va au travail, etc. Enfin, quand on cherche un logement. C'est-à-dire, quand on cherche un logement, on ne vient pas juste en tant que demandeuse de... Vous êtes une femme, vous êtes noire, vous êtes une mère avec un enfant seul, célibataire. Enfin, ce qui l'élève seul. Donc ça compte en réalité. Et on fait semblant que ça ne compte pas, mais ça compte. Donc c'est insécable. Tous ces aspects sont insécables. Et donc ce qu'elle va faire, c'est essayer de politiser ça, en fait. Cette expérience de l'insécabilité, par exemple, de son identité, elle va essayer de le politiser à un niveau plus général. Elle fait toujours cette montée en généralité pour dire que ces différences doivent être prises en compte. Elles font partie de qui l'on est, etc. Et c'est à partir de là qu'on lutte. Ce n'est pas en niant l'une ou l'autre partie. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir un ennemi pour nous-mêmes. C'est-à-dire que le côté, par exemple, lesbienne va se retourner contre moi, etc. Et entre les groupes, au sein des groupes, etc., ça va être la même chose. On va faire monter, par exemple, les femmes lesbiennes. On va dire que non, elles peuvent pas, elles vont nuire à la cause noire, par exemple, etc. Donc, il faut pouvoir prendre en compte l'ensemble de ces aspects pour créer de véritables alliances. Donc, en fait, c'est repenser une forme de solidarité, vous voyez, tout simplement, à partir et d'amour de soi, vous voyez, aussi. C'est-à-dire d'aimer chacun des pans que l'on est, d'une certaine manière. Voilà, c'était juste pour donner un exemple de focus. C'est pas la minorée, parce qu'on peut dire que focus, c'est comme si on minorait, mais enfin, parce que c'est des encarts plus petits, etc. Mais en réalité, c'est quand même mettre en avant aussi les contributions majeures de ces théorisations. Et je dis, ce n'est pas une théoricienne au sens, pas une philosophe académique, c'est une écrivaine, c'est une poétesse, mais ça pense. Et penser, nous devons. C'est ce que disait Virginia Woolf. Think, we must. On n'a pas le choix. C'est pas, on doit penser. Je veux dire, quand on est dans une situation comme ça, justement, on a été interdit de penser, on a été privé de penser, et on est encore dans l'impossibilité de penser quand vous êtes même exploité, vous êtes au travail tout le temps, etc. On ne peut pas penser. Donc, il faut trouver une manière de penser, y compris de manière dans les interstices. Audre Lorde, elle lisait beaucoup ça. Elle a créé donc cette poétesse dont je parle, du coup, théoricienne, elle a créé une maison d'édition qui s'appelle The Kitchen Table, la table de cuisine. Elle dit sur la table de cuisine qu'on écrit, elle dit, je griffonne les poèmes. Je n'ai pas le temps d'écrire des romans. Elle dit, je griffonne des poèmes, j'écris mes pensées, etc. La mère qui est en surcharge mentale, etc., elle va écrire, elle va griffonner, etc., elle va écrire. Le temps lui-même est vous voyez, pour écrire, tout d'abord, il y a toute une économie aussi à penser de ce point de vue-là. Donc, on n'a pas d'autre choix, c'est ça, d'autres possibilités que de penser n'importe comment, n'importe où, mais il faut penser. Du coup, on peut peut-être continuer sur cette lancée. Vous pourriez peut-être nous parler justement de votre chapitre. Donc, vous avez écrit 2 chapitres, donc celui sur Audre Lorde et celui sur le féminisme noir. Donc, si vous voulez peut-être élaborer sur le féminisme noir et après on parlera un petit peu plus de phénoménologie féministe avec Camille. Oui. Oui, d'ailleurs, je ferai le lien, la transition pour après, pour Camille. Wow, alors merci. Du coup, oui, et c'est important. Je commence le passage sur le féminisme noir en disant d'où je parle, pourquoi moi je parle à propos du féminisme noir. Je ne suis pas noire, je ne suis pas identifiée comme telle, mais pas du tout en termes, justement, simplement sur du culpabilité. Non, pas du tout. Mais en termes, c'est important aussi de voir ce que l'on doit à une certaine pensée, comment elle peut se traduire dans d'autres contextes, et qu'est-ce que ça veut dire que de la reprendre, et qu'est-ce que ça engage de la reprendre quand on n'est pas soi-même, justement, s'identifier, etc. Donc, justement, de dire que ce n'est pas qu'une question purement identitaire. Et tout ce qu'elles ont fait, bon, je ne vais pas beaucoup revenir là-dessus, mais en somme, il y a une production théorique énorme.
politique et théorique qui est vraiment d'une radicalité au sens où elles sont obligées à repenser la manière dont on parlait, par exemple, quand on disait « nous les femmes ». Qui disait ça? À quel moment? Pourquoi? Etc. Mais quand vous dites « nous les femmes » et que nous, on n'est pas dedans, bah du coup, et alors on n'est pas des femmes. Et la grande question du féminisme noir parle de là-dedans. Et nous, alors, on n'est pas des femmes? Et c'est le fameux « Ain't I a woman ?» Donc, je ne suis pas une femme. Alors que je dis souvent à mes étudiants que c'est mal traduit en français. C'était ne suis-je pas une femme qui est très, très distinguée, alors qu'en réalité, en fait, au départ, c'est une ancienne esclave, etc., qui prend la parole, qui l'arrache dans une convention féministe au 19e siècle, à un homme qui est contre le suffrage des femmes et qui dit, elle commence à lui dire, oh, ça va bien, hein, et moi, alors, je ne suis pas une femme, pourtant j'ai labouré, j'ai des muscles comme ça, moi, personne ne m'a tenu la main pour traverser les flaques, on m'a retiré tous mes enfants à la naissance, et alors, et je ne suis pas une femme? Et donc, ça, c'est la matrice, si vous voulez, tout. À chaque fois, de lutte contre le féminisme, de lutte contre dans les soins de santé, etc. Et alors, je ne suis pas une femme, parce que moi aussi, je n'ai pas donné naissance, etc. Enfin, toute cette dimension-là, elle est fondamentale. Donc, ce n'est pas juste une lutte pour la réascension de la féminité, notamment la différence des sexes, etc. C'est juste pour montrer comment est-ce qu'il y a une marginalisation politique, et même de la manière dont on voit les problèmes politiques. Très concrètement, par exemple, en termes de lutte politique, et je vais m'arrêter là sur le chapitre sur le féminisme noir, mais qu'est-ce que ça donne, par exemple? Ça, c'est au niveau théorique, mais pour penser au niveau des luttes politiques, par exemple, sur la justice reproductive, ce qu'on appelle la justice reproductive, c'est pour le droit d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, de les élever dans un environnement sain et sécurisé et un environnement culturellement approprié. Ce qui fait que, par exemple, pour la lutte pour la grande lutte féministe des années 70 pour l'avortement, eh ben, quand on disait nous, les femmes, etc., on est pour l'avortement, etc., mais au même moment, il y avait des stérilisations forcées, notamment des femmes noires, etc., des femmes portoricaines, etc., bon, des femmes roms plus tard, par exemple, en Europe, etc. Les stérilisations forcées touchent aussi plein de femmes, qu'on dit racisées, justement, en raison de leur supposée race, etc. Donc, comment on fait pour faire une alliance? Si votre mot d'ordre, c'est ça, très concrètement, ben nous, on n'est pas dans toutes les femmes, c'est pas vrai. Nous, on ne demande pas les stérilisations forcées à ce moment-là. On demande le droit d'avoir des enfants, de les élever, qu'on ne nous les retire pas, qu'on ne dise pas qu'on soit de mauvaise mère, etc. Donc, de ne pas être séparés. Vous voyez, donc, comment est-ce qu'on fait pour penser ça d'un point de vue féministe? Quel type de slogan, de mobilisation, de répertoire d'action, de langage on construit? Donc, par exemple, la justice reproductive. Les droits reproductifs, ça, c'est autre chose. Enfin, bon, c'est un exemple. Hein, et juste pour terminer, justement, cette question aussi de la santé, etc. Audre Lorde a écrit aussi un journal qui est important aussi d'un point de vue théorique, qui est celui du cancer du sein, hein, sur le journal du cancer. Et on pourrait se dire, bah, qu'est-ce que ça a à voir avec la SMOUL, d'une certaine façon, avec les luttes? Mais pareil. Mais si, en fait, toute la corporéité, etc., elle se pose plein de questions, justement. Qu'est-ce que ça veut dire que réparer un corps quand on a subi une mastectomie, par exemple? Est-ce qu'il faut restituer le sein? Mais elle le fait aussi à l'aune de la question, de la manière dont on a compris le corps et le sein des femmes noires, comme étant la mamelle, par exemple, le sein qui est la nourrice, qui a nourri les enfants, des enfants blancs, etc. Mais aussi qui a été très hyper sexualisée, comme étant justement de dépravés sexuels, etc. Donc tout ça, elle le remet en considération, et donc elle repense le schéma corporel aussi des femmes d'une manière différente. Le rapport au corps n'est pas le même, etc. Voilà, c'était juste pour donner un exemple des manières dont il y a toujours ce va-et-vient entre l'espace, la scène, on va dire, de la vie ordinaire, et en réalité, la scène, j'allais dire, politico-juridique, où se joue en fait la vie, très concrètement, et les corps tels qu'ils sont. Donc il faut produire du langage. Elle le dit, il faut parler. Le silence nous tue. Il faut parler, il faut inventer des mots, voilà, dans lesquels on se reconnaisse véritablement toutes et qui soient authentiquement universels. Oui, parce que j'ai donc écrit 2-3 textes pour le volume, et notamment sur la question de la phénoménologie féministe, et j'ai fait aussi un encadré, non encadré sur la philosophe états-unienne Iris Marion Young. Je voudrais juste
parce que c'est important de le dire, ce texte prend place dans un chapitre qui s'intitule « Le corps vécu des dominés », qui est un chapitre dans lequel on commence par Simone de Beauvoir, et puis ensuite les phénoménologies féministes, et puis les phénoménologies de l'oppression, avec notamment la queer phenomenology de Sarah Ahmed. Et ce chapitre, il est au sein de la seconde grande partie qui s'intitule « Critiquer la domination patriarcale », dans laquelle il s'agit de rendre compte de la diversité des grands courants de pensée, essentiellement, qui sont tous nés plus ou moins à peu près dans les années 70, mais qui sont chacun une proposition pour renverser l'ordre du monde patriarcal, mais des propositions qui parfois sont antagoniques, voire très conflictuelles, voire même, disons, quasiment, oui, antagoniques, c'est-à-dire franchement très, très opposées. Et ça, c'était un enjeu important du livre que de rendre compte de cette conflictualité des idées féministes, parfois même des luttes féministes, qui n'est pas un problème non plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est convaincu, comme je le suis, que le féminisme comme pensée est un projet politique de transformation du monde, on comprend bien que les propositions, les arguments et même les méthodes pour transformer la société puissent être très différents et parfois pas tout à fait compatibles et parfois même un peu opposés. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est quelque chose qu'on renvoie souvent aux féministes en leur disant que, en fait, elles sont jamais d'accord entre elles, toutes ces folles, ces hystériques, qui sont pas fichues de se mettre d'accord. Bon. Est-ce qu'on n'a jamais reproché aux théoriciens du marxisme, du socialisme, de l'anarchisme, qui avaient tous plus ou moins le même grand projet égalitaire, est-ce qu'on leur a reproché de ne pas être d'accord entre eux et même de passer leur temps en querelles plus ou moins stériles? Jamais. Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que, étant donné l'ampleur, l'ambition et l'importance du projet féministe de transformation du monde, pourquoi reprocher à celles qui le pensent ce projet parfois d'avancer sans être tout à fait d'accord les unes avec les autres? Et ça, c'était important de le mettre au jour en rendant compte, chapitre après chapitre, de ces grandes propositions. Et donc, moi, j'ai écrit ce texte sur les phénoménologies féministes et je voudrais juste raconter une petite anecdote parce que c'était un moment pour moi, une sorte de petit, comment je pourrais dire ça, un petit coup de vent épistémologique au moment où on a eu ces réunions en Zoom avec la cinquantaine d'auteuristes pour élargir le sommaire. Donc il y a eu des propositions faites ici ou là et puis aussi des discussions même sur la construction des parties telles qu'elles étaient présentées alors. Et dans la première version, moi j'avais carrément souhaité consacrer un chapitre entier à Simone de Beauvoir. Et une des autoristes qui était là présente en ligne me dit, mais en fait, un chapitre entier, donc un chapitre, ça comporte entre 3, 4, 5, 6 textes. Bon. Alors évidemment, je voulais que de Beauvoir, on arrive aux phénoménologies féministes contemporaines, mais tout de même. Et j'ai pris conscience, en fait, de cette espèce de biais, qui était évidemment, qui venait de mes propres inclinations et de mes propres aussi sujets d'intérêt et d'études. Et donc, j'ai rétrogradé Simone à sa juste place, c'est-à-dire que Simone, elle a un texte qui lui est dédié, qui est écrit par une jeune philosophe féministe québécoise. Et puis, donc moi, dans ce même ensemble, donc le corps vécu des dominés, j'écris sur les phénoménologies féministes, à partir notamment de l'œuvre donc de Jung. Et pour le dire en un mot, cette approche phénoménologique, elle consiste en un geste tout à fait simple qui commence par repérer et dénoncer tous les mécanismes par lesquels on apprend et on maintient les filles et les femmes à la place qui doit être, soi-disant, la leur dans une société patriarcale, donc à leur place d'épouses obéissantes et de mères dévouées, et comment, comme l'a fait Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, à chacun des âges de leur vie, un certain nombre de petits rouages se remettent en route à chaque fois pour faire en sorte que les femmes restent bien à leur place d'objets, de corps-objets, disponibles sexuellement, disponibles maternellement et disponibles aussi en tant que, comme dans la pure objectivation. Et cette démarche de Beauvoir, qui part de l'enfance des petites filles jusqu'à la vieillesse, elle a été reprise par Iris Marion Young, cette philosophe états-unienne qui écrit au début, fin du siècle dernier, début des années 2000, qui est malheureusement morte prématurément, et qui nourrit et prolonge la démarche beauvoirienne de tout l'apport des études de genre.
et qui ajoute donc la perspective impliquée par la notion de genre d'une hiérarchisation des rapports de pouvoir entre une sphère privée féminine inférieure et une sphère publique masculine supérieure. Et donc l'approche de phénoménologie féministe, elle consiste donc à continuer ce travail de mise au jour, parce que ça c'est aussi le grand geste de la pensée féministe, de révéler, de montrer ce qui se dissimule derrière une soi-disant naturalité ou derrière une soi-disant quotidienneté ou évidence. Et donc continuer ce processus de révélation, parce que les mécanismes en question continuent de marcher à plein, mais en même temps, et ça c'est une dimension mais tellement importante dans la pensée féministe, montrer comment ces mêmes lieux qui sont des lieux de la domination masculine, notamment ces lieux du corps, ces mêmes expériences vécues, l'expérience vécue de la maternité, l'expérience vécue du vieillissement, de la ménopause, etc., que nous vivons depuis toujours au prisme d'une forme d'aliénation perpétuée, eh bien, comment se réapproprier ces endroits de nos vies, ces expériences vécues, pour les réinventer d'une certaine façon, pour les éprouver de façon enfin libre, sereine et joyeuse. Parce que cette question de la joie, de la joie du projet féministe et de la joie même de la pensée féministe, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez, parce que on le vit tous les jours. Ce qu'on nous renvoie en permanence, d'abord c'est une espèce d'adjectif soi-disant disqualifiant de militante, comme si, en tant que philosophe politique, c'était pas de l'ordre d'une évidence que quand on pense à réinventer le monde, évidemment qu'on est engagé dans cette réinvention et qu'on est donc militante, ça c'est sûr. Mais comment aussi j'ai perdu le fil, pardon. Oui, la joie. Ce projet de réinvention, c'est pour un monde. Excusez-moi, c'est un peu grandiloquent, mais c'est pour un monde meilleur et c'est pour un monde émancipé, libéré, et c'est pour essayer d'extirper toutes ces personnes du carcan d'oppression qu'elles subissent, et quelle que soit d'ailleurs la nature de l'oppression. Et donc, dans la phénoménologie féministe, et je vais m'arrêter là, il y a toujours ce second volet de comment on peut penser de façon positive et joyeuse ces mêmes dynamique et lieu d'oppression. Je donne juste un seul exemple que j'emprunte à Jung, qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « Méditation menstruelle », dans lequel elle montre que les règles sont pour les femmes l'occasion d'une méditation philosophique sur leur propre existence, parce que, dit-elle, c'est un moment où on ressent le besoin parfois de se retirer un peu du monde, on a envie de rester au chaud, tout simplement, un peu rouler en boule si on a un peu mal au ventre, mais en tout cas, c'est un moment où dans ce face-à-face de soi avec soi, dans la réunification d'un corps pleinement sujet, eh bien, ce moment où on est là un peu à distance, c'est un moment de méditation, et c'est un moment de pensée, c'est un moment où on peut penser. Oui, de retraite, mais il y a un côté sortir du monde dans la retraite qui, je trouve, non, on reste dans le monde. Et on le pense, on pense dans le monde. Alors c'est vrai qu'après, dans le champ féministe, il y a des propositions de retraite autour des règles, etc. Mais voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de la façon dont on peut retrouver le sens en fait de nos expériences vécues incarnées. Et alors pour conclure notre rencontre et surtout laisser la parole au public si vous le souhaitez, je voudrais justement qu'on revienne sur la conclusion. Comme je vous disais, moi je l'ai beaucoup aimé, la conclusion de Marie Garot. Alors d'ailleurs, je ne me souviens plus quel est son domaine d'expertise. Elle est philosophe. Elle est philosophe. Oui, Marie Garot, elle est philosophe à l'Université Paris 1. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Politique de la vulnérabilité. Et elle travaille en ce moment sur la question des alliances. Et sa conclusion, qui est en effet très belle, s'intitule « Vers un féminisme des alliances ». Il s'agit bien sûr de la question des alliances avec les hommes. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est comment elle montre, d'une part, que cette question de la place des hommes dans le féminisme, elle a été soulevée très précocement. Et d'une façon générale, c'est fascinant de voir comment les féministes, en fait, pensent à peu près tout depuis toujours. Enfin, voilà, je le dis de façon... Mais c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Et elle montre comment ce sont précisément des féministes africaines-américaines qui, dans les années 70,
ont réagi à certaines propositions dites séparatistes qui émanaient d'un féminisme radical lesbien avec des propositions politiques d'une forme de retraite, justement, c'est-à-dire de vie sans les hommes et parfois même dans des communautés isolées et séparées du reste de la société. Et ces féministes africaines et américaines ont dit, mais nous, en tant que féministes et en tant que militantes antiracistes, on ne peut pas... et lesbiennes aussi, pour certaines, ouais. Ouais, je vais te donner tout de suite le micro pour que tu... Non, non, mais tu en parleras bien mieux que moi. Mais et comment donc elles ont dit, on ne peut pas ni penser ni agir sans les hommes, en fait. Tu veux ajouter un petit... Non, non, c'est fini. Oui, voilà. Et à partir de là, Marie Garot questionne cette proposition avec cette idée que j'aime bien, enfin que je trouve très juste, qui est de dire, oui, mais il y a des conditions. Oui, les hommes ont leur place dans le féminisme, mais il y a des conditions. Et elles se fondent, pour en parler, sur des propositions de théoriciens des hommes, comme Francis Dupuy-Derry, le Québécois Francis Dupuy-Derry, qui est bien connu. Et puis un théoricien moins connu qui s'appelle Léo Thiers-Vidal, qui ont l'un et l'autre pensé quelle était la juste place d'un homme dans le féminisme. Et pour le dire très vite, c'est à partir d'une posture qui associe réflexivité et humilité. Réflexivité, c'est l'exigence faite aux hommes de commencer par nous écouter, nous croire et comprendre de quoi on parle. Donc, faire l'effort de la démarche, de se renseigner, de lire, faire une petite pancarte de jeunes féministes dans les manifs que j'aime beaucoup, qui dit « Arrête de m'offrir des livres féministes pour Noël, lis-les ». Bah, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire, en effet, voilà, qu'ils commencent eux, et puis qu'ils assument ce travail de auto-éducation qui nous décharge de cette charge éducative qui vient s'ajouter à toutes les autres. Ça, c'est la posture de réflexivité. À partir de là, si ça peut produire des effets dans la vie concrète et quotidienne des hommes, c'est une seconde étape. Et puis humilité, c'est si on veut aller encore un petit peu plus loin que de mettre en application dans sa vie quotidienne d'homme les principes féministes, il y a des choses très concrètes et très simples, comme par exemple décider d'arrêter de regarder de la pornographie, décider de ne plus demander ce qu'on peut faire pour aider à la maison, mais juste faire prendre des initiatives et puis faire les choses comme elles doivent être faites, etc. Intervenir, ce que je dis souvent à mes étudiants, vous êtes entre potes, il y en a un qui dit une petite phrase qui a l'air de rien, mais qui est quand même bien sexiste comme il faut, et ben voilà, dire quelque chose, soulever le problème, en discuter entre garçons. Bon. Et puis la posture d'humilité, c'est juste accepter, on revient à la question de l'écoute, c'est-à-dire accepter d'être là, à côté, derrière, pourquoi pas, en tout cas certainement pas devant, et puis à sa juste place aussi, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit moment de radio où le comédien... aidez-moi, un comédien français bien connu disait sur France Inter un matin, c'était un moment où il y avait je crois que c'était au moment du procès de Mazan. Si quelqu'un a son nom, vous n'hésitez pas à me le dire. Dit, oh oui, mais moi, je veux bien faire des choses féministes, mais il faut m'aider. Moi, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas la liste. Oui, Vincent Lindon. Et il interpellait les féministes en disant, ok, je veux bien, mais bon, dites-moi quoi faire. Et en fait, non, en fait, quoi. C'est justement, t'as rien compris, quoi, parce que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, notre problème, c'est qu'on en a marre de devoir expliquer les choses tout le temps, vraiment des choses de B à bas. Et donc, le premier geste, c'est tout l'inverse de ce qu'il a fait. C'est pas de dire aidez-moi, c'est juste d'assumer, d'endosser éventuellement le projet de devenir un petit peu féministe. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur les alliances, si ce n'est que, non, effectivement, contre le séparatisme, mais aussi, c'est aussi les alliances au sein même des... En fait, l'alliance, c'est aussi où il faut d'abord reconnaître les différences. Et ça, c'est fondamental. Les différences en tant qu'elles sont justement aussi des sites d'oppression, vous voyez. On ne peut pas juste faire alliance sur un malentendu, d'une certaine façon, ou en oubliant, en mettant de côté justement ce qui nous sépare. Il faut pouvoir
le mettre en avant, le discuter, le problématiser, etc. Quand je dis problématiser, c'est à la fois philosophique et des idées, mais également au sens politique, de comment est-ce qu'on s'organise. Donc, voilà, concrètement, encore une fois, que ce soit de suffisamment inclusif, ce qu'on est en train de défendre, en prenant en compte l'ensemble de ces différences. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, donc très historiquement aussi, effectivement, c'est le Combahee River Collective. Donc c'est un manifeste, en fait, de femmes noires, lesbiennes de Boston, etc., qui, en 78, disent pourquoi elles ne sont pas séparatistes, à l'image d'autres justement phénomènes logiques et groupes lesbiens à la même époque. Pourquoi elles ne prônent pas ça? Ils disent parce que c'est pas possible. Et déjà, c'est pas possible. Et qu'en réalité, non, on va pas c'est quoi aussi une vie lesbienne? On a des enfants qui sont aussi des garçons. Qu'est-ce qu'on en fait, très concrètement? Audre Lorde se pose cette question-là. Qu'est-ce que je fais de mon fils? Donc, comment je l'élève, etc. Donc, j'ai aussi quelque chose à faire du point de vue de l'éducation. En revanche, je ne peux pas simplement penser l'éducation des garçons, de mon enfant-fils, parce qu'elle a aussi une fille, simplement, par exemple, à partir en faisant en sorte qu'il ne me soit pas déloyal, c'est-à-dire qu'il ne me trahisse pas, qu'il ne rejoigne pas le patriarcat. Parce que j'ai, en tant que, cette fois-ci, mère noire, j'ai un enfant noir, de fait, aux États-Unis, qui est perçu comme tel. Et donc, ce que je vais avoir peur de quoi? Eh ben, qu'il se fasse sortir d'une voiture et qu'il se prenne une balle. Elle le dit comme ça. Donc, c'est là où je suis pas non plus complètement, je suis pas une mère blanche. Donc, je dois aussi prendre en compte ça. C'est pas juste une question. Donc, je peux pas m'en séparer, je peux pas, etc. Donc, je suis obligée, j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis de ça. C'est autre chose pour les adultes et pour évidemment, c'est encore. Mais c'est du coup, il faut prendre en compte toutes ces différences et ces attachements pour pouvoir penser ensuite des alliances. Donc, ça, c'est une dimension, je pense aussi que l'alliance, elle doit s'entendre aussi entre les politiques antiracistes, les politiques féministes, pas juste entre hommes et femmes. Parce que la critique, justement, par exemple, des féministes noires, intersectionnelles, et coloniales, etc., c'est de penser le patriarcat pas simplement en termes de domination masculine. C'est pas homogène, justement. C'est pas que ça. Le patriarcat, ce n'est pas que la domination masculine. Il y a des hommes qui sont dominés aussi, etc., pas de la même manière, etc. On a, qui sont même pas reconnus comme des hommes. Enfin, bon, il y a plein de choses qui se jouent. Donc, c'est aussi faire un peu aussi exploser ce cadre, mais pour davantage correspondre à l'expérience vécue des injustices ou de l'oppression. Donc il y a une dimension fondamentale là-dessus qui est, comme disait Audre Lorde, il faut ne pas silencier nos différences pour véritablement construire des formes de solidarité robustes qui aient du sens. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que peut-être quelqu'un a une question, 2 questions, 3 questions? Bonsoir, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette notion de la conflictualité, des différences, de comment les exprimer, et d'un livre qui, enfin, va parler ces pluralités. À l'intérieur des mouvements féministes, c'est pas seulement les autres qui disent elles s'engueulent, toutes des hystériques, c'est aussi l'autocensure, me semble-t-il, de où est-ce qu'on met le curseur, et c'est vraiment une question, où est-ce qu'on met le curseur entre les différences, les conflictualités qu'il peut y avoir à l'intérieur, et il faut faire front face à l'ennemi, le patriarcat. Voilà, j'ose poser pied dans le plat. Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et j'aime beaucoup voir maintenant une génération qui ose parler les conflictualités, là où la mienne avait plus de mal. Très rapidement, je veux bien. Je pense qu'il faut faire la différence entre ce qui est admettre la conflictualité et la violence, c'est différent. Et notamment de reconnaître justement, de ne pas faire, si on silencie la conflictualité et la différence, du coup, qui pourrait porter à conflit, etc., ce qui ça va se passer, c'est que ça va créer, plus qu'une aigreur, une violence à la fois entre les membres du groupe, d'accord, du fait que ce n'est pas pensé, etc., parce que, par exemple, je sais pas, ça va se transformer en violence. Des violences, par exemple, des agressions sexuelles au sein du même groupe. Pourtant, on partage les mêmes idéaux politiques. Comment ça se fait? Oui, on n'a pas parlé de ces questions-là de genre, par exemple, ou de racisme, etc., dans le groupe. Et par ailleurs, aussi, la violence, on le silencie aussi la violence interne, l'agressivité
que ça engendre pour soi. Vous voyez, c'est toute cette dimension-là. Donc, ce que dit Audre Lorde, par exemple, elle dit il faut pouvoir l'extérioriser, il faut pouvoir en parler pour pouvoir constituer ça comme un conflit, donc reconnu, tout est bien clair, et constituer l'ennemi en dehors, à l'extérieur. Et ça, c'est important politiquement, d'expulser l'ennemi hors de soi, qu'il ne soit pas là. La violence, véritablement, c'est-à-dire la violence au sens de la personne qui est violente ou le régime ou la structure qui est violente, soit à l'extérieur. Et elle dit même qu'il faut verticaliser nos colères. Les colères qu'on a entre nous, etc., il y a quelque chose qui n'est pas pensé, en fait. Si on est tous en colère, etc., les uns contre les autres, il y a quelque chose qui n'est pas pensé, qui n'est pas problématisé au sens politique, encore une fois. Et donc, il faut absolument l'extérioriser. Donc, ça sert... Il faut, par exemple, penser pourquoi un homme noir, tout à coup, tue une femme noire. Ça, il faut pouvoir le penser. Mais pas en termes racistes, etc., justement, dans une lutte aussi antiraciste. Vous voyez, les deux, antiracistes sur les viols, comment ça se fait, comment on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on considère, même compris des femmes noires, considère comme des ennemis des lesbiennes, des femmes lesbiennes noires? Vous voyez, des choses comme ça. Et tout ça, et ça, on peut le faire dans tous les groupes d'une certaine façon. À quel moment la sexualité est importante politiquement, etc. Et si, au contraire, de ne pas absolument pas en parler, qu'est-ce que ça va provoquer comme forme d'agressivité, d'inimitié, etc. à l'intérieur. Donc c'est ça, je pense que la différence, elle est peut-être à jouer là-dessus, sur qu'est-ce qui fait une conflictualité qui fait avancer véritablement, qui problématise une question, et de faire sortir l'ennemi hors de soi comme l'ennemi principal. Merci. C'est bon. On oppose souvent le féminisme universaliste et le féminisme intersectionnel. Quand on parle de féminisme intersectionnel, c'est souvent mis dans le champ du wokisme qu'on critique, qui est toujours diabolisé, notamment aux États-Unis en ce moment, mais aussi en France. Je voulais un petit peu avoir votre point de vue par rapport à ça. Je vais d'abord réagir à cette expression du champ du wokisme. Enfin, j'imagine que vous l'utilisez de façon... Voilà. Ouais, enfin, le wokisme n'existe pas, en fait. C'est juste une construction intellectuelle qui, en fait, c'est une disqualification de pensée égalitaire et progressiste, et ça permet, avec ce suffixe de isme, de donner l'illusion d'une forme d'idéologie cohérente qui avancerait comme ça, de façon à la fois masquée et massive. Enfin bon. C'est une question, enfin c'est presque là aussi une question un peu originelle, parce que finalement la notion d'intersectionnalité, elle survient dans les années 80, mais elle est là une fois encore dès le début. Et dès le début, il y a cette question du sujet politique du féminisme, de sa non-homogénéité justement, et de la nécessité de le penser dans sa pluralité. Ce que je trouve important, enfin spécifiquement, je pense que la philosophie féministe, elle permet de montrer que, je sais qu'il existe un féminisme universaliste, mais il est l'héritier, notamment en France, de notre tradition républicaine égalitariste, qui fait de tous les individus des sujets de droit abstraits et qui se refuse à distinguer entre ces sujets selon des critères relatifs à leur genre, à la couleur de leur peau, à leur âge, etc. Cet universalisme égalitariste, c'est une fiction intellectuelle très belle, mais qui n'a aucune opérativité politique et qui est même, il me semble, une forme d'obstacle à une vraie politique égalitaire, puisque c'est quelque chose qui fait comme si on jetait un voile sur toutes nos différences enfin, on le sait très bien que, comme le disait Ouria, être une femme blanche ou une femme noire quand on est mère, c'est des réalités de vie absolument différentes. Et qui produisent des discriminations et des violences, enfin voilà. Et donc, j'aime bien l'expression d'universalisme concret ou d'universalisme incarné, c'est-à-dire tenir l'idéal universaliste de l'égalité des individus de droit, mais en retirant le voile. Et donc, retirer le voile, c'est révéler les corps, et c'est montrer les différences, et c'est penser donc du coup aussi, voilà. Et donc je pense pas qu'il y ait d'opposition entre universalisme et intersectionnalité. Je pense que justement une des ambitions des idées féministes, enfin en tout cas de certaines, c'est d'en terminer avec ce vieux débat pour proposer d'autres d'autres concepts aussi et d'autres façons de penser nos situations. Oui, il n'y a pas de
en fait, il n'y a pas d'opposition. Par contre, il y a un changement radical de perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va plus penser l'universel comme étant présupposé et qui, du coup, effectivement, empêche de voir les corps, mais à un tel point que ça en devient presque absurde, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites, si on regardait concrètement les conséquences, c'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, qui a accès au logement, qui meurt du cancer du sein, vous auriez des taux, c'est ce que dit Rodin, il dit, parce qu'il y a des statistiques aux États-Unis, etc. Mais comment se fait-il que 80% des femmes noires, des femmes, non, pardon, qui sont atteintes du cancer du sein, la majorité d'entre elles qui en meurent, c'est le taux de mortalité, de morbidité est bien plus fort. Il faut à un moment, d'accord, on fait comme si on ne le voyait pas. On peut, peu importe. Toutes les femmes sont égales. Non, toutes les femmes ne sont pas égales. Oui, cet axiome universel, toutes les femmes sont égales dans la mort, etc., dans la morbidité, dans l'exposition au cancer du sein. Ce n'est pas vrai. Donc, mais pourquoi on dit que ce n'est pas vrai? C'est pour pouvoir changer ça. Justement, il faut à un moment le prendre en compte. Comment? Évidemment, sans revenir à un racisme biologique, parce que c'est là le danger sur le cancer du sein, etc. Je peux donner un exemple très concret. Donc, en fait, c'est d'essayer de comprendre, justement, en fait, c'est des accès à la santé. Dès le début, en fait, des prises en charge qui ne sont pas évaluées, elles ne sont pas cibles, par exemple, elles sont moins cibles pour les campagnes de prévention, etc. Enfin, c'est toute une dimension, en fait, très structurelle d'accès à l'institution qu'est la santé. Donc, en fait, ce que disent les féministes intersectionnelles, c'est qu'il n'y a d'universalisme, comme tu l'as dit, que situé, mais pas en tant que particulier. C'est que véritablement, c'est à partir de là, à partir concrètement de l'expérience. Donc, on ne peut le penser qu'à partir justement de cette capacité à remettre en cause l'universalité. Pas l'universalité normative, c'est-à-dire tel qu'il doit être, mais tel qu'il est, tel qu'il n'est pas en fait en réalité, d'une certaine façon. Mais ça va quand même plus loin. C'est pas juste une question de critiquer c'est pas juste une question de critiquer que l'idéal est beau, mais la réalité n'est pas telle qu'elle. C'est pas juste ça de montrer le caractère non réalisé, etc. Même dans la manière de déclarer le sujet de l'universalité, dans cette totalité-là, il y a des exclusions de fait. Vous voyez, en même temps qu'on dit toutes les femmes, en réalité, on retire des femmes. Donc c'est pas juste qu'on n'applique pas bien, c'est que en réalité, la manière de penser comme ça, toutes les femmes, il manque des femmes. Vous voyez, c'est juste pour donner un exemple, mais il y a un paradoxe comme ça de l'universalité qui est à comprendre de manière politique. En réalité, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait certaines... on ne veut pas au sens d'une volonté, etc., mais qu'on résiste à l'idée de reconnaître que ce sont des femmes ou elles ont besoin d'être incluses, etc., là-dedans. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, en réalité, c'est une lutte aussi contre des formes, ce qu'on dit... d'ignorance un peu entretenue d'une certaine manière aussi, à des fins idéologiques, politiques, etc. Moi, j'étais une élève de Huria et j'ai un très très bon souvenir de vos cours. C'était vraiment une bouffée d'oxygène. C'était il y a plusieurs années. Moi, j'ai pensé très vite, Tristan Garcia qui parlait d'un de ses livres, il a eu tellement de difficultés de trouver des souffrances, des périodes de règles dans son livre. Il cherchait, c'était très tardif en fait dans les archives médicales. Du coup, voilà, j'ai pensé à ça. Après, ma question, ce serait peut-être, est-ce que féminisme musulman est possible dans l'islam? Ça, c'est entre les alliances, tout ça. Après, j'ai très vite pensé la famille afghane que j'ai traduit il y a des années, de leur titre de séjour, c'est leur demande d'asile. Ça, c'était une violence. La femme a été poignardée 18 fois. Et le cas, c'était en fait... Ils étaient rentrés en même temps à la maison. Il y avait des problèmes de difficultés économiques. Et le monsieur, il voulait manger. Et il était très étonné que le repas n'était pas prêt. Et la dame, elle a dit, mais on rentre en même temps dans la maison. Le repas n'est pas prêt parce que j'ai travaillé aussi. Et ça a fini avec 18 coups de couteau. Ça, je pensais après. Et aussi Huria Bentourami, Huria Boutelja, quand elle disait la virilité de nos hommes. Quand vous prenez la virilité de nos hommes musulmans, c'est aussi, il y a une violence qui sont subies par beaucoup d'hommes aussi. Je fais une petite soupe comme ça et je suis par hasard devenue coprésidente d'une association, là il y a 1500 femmes
et nous avons 128 adhérentes. Et là, on a fait une réunion pour préparer le 8 mars. Chaque fois, on dit, voilà, on va trouver un chauffeur de camion, une chauffeuse de conducteuse de camion, et là, on va montrer comment c'est possible, une femme peut devenir aussi, ou bien se concentrer vraiment sur la violence conjugale. Même moi, cette année, j'ai dit, mais pour rebondir à partir de la joie, je dis, mais pourquoi pas une journée de parfum, chaque femme crée son propre parfum. On invite quelqu'un. On parle aussi des femmes qui sont très très fortes, qui conduisent des camions, des femmes qui ont subi des violences conjugales, c'est atroce, mais quand même on fait un truc sympa. C'est le 8 mars, c'est aussi sympa. Chacun crée son propre parfum. Voilà. Merci. Je profite de votre question pour juste dire qu'il y a un chapitre qui s'intitule « Les religions face aux féministes » et que dans ce chapitre, il y a un texte de Malika Hamidi qui s'appelle « Le combat des femmes musulmanes » et que évidemment qu'on peut être musulmane et féministe, c'est vrai, évidemment un point important et il fallait qu'il y ait ce texte. Est-ce que tu veux peut-être... Oui, je vais ajouter quelque chose. Qu'on peut être une femme musulmane féministe en France. Parce que ça, qu'il y ait des femmes musulmanes, enfin des féministes musulmanes dans d'autres pays, ça souvent c'est même compris contre les féministes musulmanes en France. Il faut comprendre aussi ce moment idéologique, c'est-à-dire on va dire, regardez les femmes afghanes par exemple, elles se battent, etc., contre le voile, etc. Vous n'allez pas leur faire ça ici en mettant le voile par exemple. Vous voyez ? Donc il faut pouvoir reconnaître que des femmes voilées sont féministes, sont des féministes musulmanes, etc. Et que comme vous voyez, il y a cette dimension-là aussi qui est importante à prendre en compte. Tout dépend du contexte politique évidemment. On n'est pas dans le même contexte qu'en Afghanistan ou en Arabie Saoudite, etc. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'était sur le cas que vous disiez sur cette femme. L'intersectionnalité au départ, et ça c'est intéressant quand même, elle parle justement de cette idée que, c'est Kimberlé Crenshaw qui a fondé ce concept, c'est une juriste américaine, etc., et qui au départ parlait aussi des violences, ce sont les violences conjugales, et notamment il faut pouvoir dire les violences conjugales, même intra-raciales, entre guillemets, si vous voulez, c'est vraiment cette dimension-là, c'est-à-dire au sein et notamment en situation migratoire. Il faut pouvoir le prendre en compte. Mais il faut faire attention, parce qu'en même temps, évidemment, que la manière dont le racisme se saisit des masculinités afghanes, par exemple, elle dit noire, asiatique et hispanique, mais là, afghane, etc., a toujours été de dire c'est le patriarcat, il est afghan, il est archaïque, ils enferment leurs femmes, etc. Ça, c'est le véritable patriarcat. Si vous allez en Afghanistan, vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, c'est utilisé aussi contre les féministes ici, contre aussi dans une dynamique raciste. Enfin, donc, c'est comment ? Mais c'est ça, mais quel langage on trouve ? C'est pour ça, il faut pouvoir faire ça. Il faut absolument... cette femme, elle est morte en l'occurrence, mais justement, quelle politique de la protection on fait de ces femmes, du refuge, etc., de ces femmes migrantes en l'occurrence, j'imagine, parce que c'était pour la carte de séjour, etc., et contre le fait qu'elles dépendent de ce mari violent, etc., sans verser ni dans le truc raciste, et en même temps en assurant un vrai... Donc, l'intersectionnalité porte là-dessus, c'est assez concret en fait. C'est comment est-ce qu'on le prend en compte. Et je termine rapidement sur Rouya Boutelja et puis la masculinité. Elle critique l'intersectionnalité parce que justement, parce qu'elle veut tenir. Cette idée, elle veut comprendre. Il faut comprendre comment on a produit des masculinités violentes. En fait, c'est ça, des masculinités subalternes violentes. Et pour le comprendre, il faut le remettre dans toute la question du racisme, etc. C'est des masculinités défaites, déchues. Quand elles vont au travail, elles sont insultées, elles sont exploitées au travail, etc. Donc ça, c'est une partie. Mais voilà. Et pour elles, donc, ça n'a pas de sens que de partir on n'a pas le temps de faire l'intersectionnalité, dit-elle. Il y a des moments, il faut penser stratégiquement, poétiquement, et donc ce qui doit faire front, c'est la lutte contre le racisme, etc. Moi, je ne suis pas du coup là-dedans. Justement, je défends profondément l'intersectionnalité et notamment le fait que ça vient à l'intérieur des politiques antiracistes aussi, cette intersectionnalité. Il faut pouvoir défendre en fait le corps de ces femmes. Enfin, il faut qu'elles se défendent. Il faut donner un outil aussi pour qu'elles se défendent, etc. Qu'on leur dise c'est possible de le penser sans pour autant verser dans un discours antiraciste, etc.
Donc c'est fondamental que ce soit, mais il faut faire attention. C'est évidemment toute la prudence. Comment est-ce qu'on la porte? Comment est-ce qu'on se porte victime, etc. Comment on le dit? Bah oui, mais c'est tout un. Il faut avoir un langage aussi politique pour ça. Ouais. Ouais, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Du coup, merci Horia Benfouamy et merci Camille Froidevaux-Métry pour cette très belle rencontre. Merci à vous tous aussi. Il y a possibilité d'avoir une signature si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une belle soirée. Le livre Théorie féministe est publié aux éditions du Seuil. Vous avez pu écouter Camille Froidevaux-Métry, directrice de l'ouvrage, et Horia Benfouamy, l'une des contributrices et contributeurs, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 27 novembre 2025, réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.